Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints sur cette dernière table ronde. Et un grand merci à Madame Carrère de rester parmi nous. Alors, l'idée de cette troisième table ronde, c'est peut-être de lancer des chantiers de réflexion à partir de ce travail collectif qu'on a fait et d'essayer de nourrir de nouveaux récits, un mot qui a été dit pas mal de fois pendant cette journée. Donc le but, c'est de parler de vous, vos actions, ce que vous allez nous partager, comment vous voyez votre mobilisation. Mais avant ça, on peut quand même rappeler qu'on a 25 institutions et acteurs qui se sont mobilisés dans ces réunions stratégiques, 33 qui avaient manifesté leur intérêt et qui, pour des raisons de calendrier, n'ont pas pu se joindre à nous. Donc on sait que le travail de co-construction qui a été fait a été apprécié et qu'on a plusieurs acteurs qui vont se mobiliser chacun. Par exemple, la DITP sur la mobilisation des habitants, la Banque des territoires qui aurait vraiment voulu venir pour nous parler de leur offre qui sont en train de réfléchir pour l'année prochaine, sur comment on pourrait accompagner les collectivités en post-crise. On a aussi parlé des SCOT il y a quelques minutes. Donc maintenant, on voudrait savoir, vous, comment vous voyez votre mobilisation et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit aujourd'hui. On va commencer par vous, Madame la sénatrice. Dans votre témoignage, vous avez dit il faut préserver la connaissance technique du territoire. Et je pense, en vous écoutant, avec votre parole engagée et savante de votre territoire, il faut aussi sauvegarder le savoir de la gouvernance du territoire. Et donc là, on va vous solliciter en tant que sénatrice, présidente du groupe Rassemblement démocratique et social européen, donc le législatif, et d'entendre votre parole sur les chantiers à faire, sur les leviers et les freins à enlever pour un peu débloquer cette problématique. Oui, il y a plusieurs... Alors, je situerai ce travail à plusieurs niveaux. Le premier, c'est l'organisation territoriale. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'organisation territoriale, elle n'est pas simple en termes de gouvernance sur la gestion des rivières et notamment des inondations. On a eu cette compétence GEMAPI qui a été transférée au détour d'un amendement à 2h du matin au Sénat sur une loi qui concernait d'ailleurs les métropoles. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus c'était une bonne première pierre, je pense, que de se préoccuper de la GEMAPI, parce que je pense que jusque-là, on s'en était pas trop préoccupé quand on était sur le domaine de l'État. Bien sûr, l'État s'occupait de ces rivières, mais après, quand on était sur le domaine des collectivités, les collectivités faisaient ce qu'elles voulaient et elles étaient sur des compétences très morcelées. Et je pense que là, il y a eu du travail déjà avec ce transfert à l'échelle de l'intercommunalité et puis surtout après sur des transferts de l'intercommunalité vers des syndicats à des échelles hydrographiques plus cohérentes. C'est ce qui s'est passé chez moi. Et j'ai pu être actrice, moi, de la création d'un syndicat en 2017, en anticipation du transfert de 2018 de la compétence au Comcom. J'ai pu créer ce syndicat mixte du Pays de Lourdes et Vallée des Gaves qui a récupéré la compétence pleine et entière GEMAPI à l'échelle de 87 communes sur le bassin du Gave, à l'échelle du bassin. Vraiment de la cohérence hydrographique du bassin de la rivière. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a quand même malgré tout à travailler là-dessus parce que aujourd'hui, la GEMAPI, pour moi, la taxe qu'on permet de lever aux collectivités, elle n'est pas forcément toujours très juste. J'ai l'exemple du syndicat que j'ai présidé. Vous avez 2 collectivités qui sont actrices de ce syndicat, une agglomération de 120 000 habitants, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et une communauté de communes de 18 000 habitants. Et elles sont à 50% contributrices au budget de la GEMAPI. Ce qui fait que la taxe, elle pèse pour l'une sur 120 000 habitants et de façon identique sur 18 000 pour l'autre. Et ça, c'est plus possible. Et là, il faut qu'on réfléchisse à un certain moment à rétablir de l'équité, de l'égalité et chercher, alors j'ai pas la solution encore, mais je pense que ça, il faut qu'on y travaille aussi tous ensemble, réfléchir quel serait le territoire le plus pertinent et pour prélever une taxe, cette taxe-là qui nous permettrait d'avoir équitablement des ressources pour chacun et de mener la prévention des inondations. La deuxième chose, c'est, comme je le disais toujours, dans l'urgence,
essayer de travailler sur la levée des contraintes, des normes, que ce soit la loi sur l'eau, que ce soit le code des marchés, retravailler peut-être là-dessus aussi et voir comment, sans s'exonérer de toutes les obligations que l'on peut avoir aujourd'hui en termes environnementaux, en termes de sécurité, mais essayer de voir comment on peut alléger et faciliter la vie aux élus, parce qu'aujourd'hui, quand on est confronté à une catastrophe comme ça, les élus, c'est pas toujours facile de se retrouver, de s'y retrouver et de commencer à faire des travaux immédiatement et être résilient et être un peu seul. Je le disais aussi tout à l'heure, que l'État aussi redevienne force d'accompagnement. Il l'est, mais il est peut-être un petit peu moins qu'avant. Alors moi, on ne peut pas vivre avec les « c'était mieux avant », hein, mais, parce qu'il y a d'autres choses qui sont mieux aujourd'hui. Mais il y avait quand même toujours sur nos territoires, à l'époque de la DDE, à l'époque de la DDA, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais moi je l'ai connu, ces techniciens de l'État territorial implantés sur nos territoires avec la connaissance parfaite du territoire, qui étaient capables de faire du réseau, qui étaient capables de travailler sur la rivière, qui étaient capables de travailler sur les voiries. Bon, ça a disparu au fil du temps avec l'érosion des effectifs de l'État territorial. Plus de 8000 agents territoriaux de l'État ont disparu en 20 ans. Donc ça, aujourd'hui, ça manque peut-être un peu aussi sur nos territoires. Et là, il faut essayer de retravailler, de savoir comment on peut remettre en place des forces techniques. Je dis technique et pragmatique, quoi, hein. On n'est plus dans la planification, on est vraiment là dans des gens qui font de la maîtrise d'œuvre, qui sont en capacité de produire très rapidement des plans, de la topographie, enfin, des choses très, très pragmatiques et très techniques. Voilà un petit peu pour ça aussi, comment on peut retrouver ces vrais outils, des outils pour accompagner les élus sur ces sujets-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler peut-être législativement aussi. Il y a du réglementaire aussi, hein, pas que du législatif. Et ça prend un petit peu de temps. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne pourra peut-être se concrétiser qu'à partir du moment où on a un peu étudié par le biais d'une mission d'information ces sujets, en ayant concerté un peu tout le monde. L'initiative parlementaire, en termes législatifs, elle est toujours un peu freinée parce qu'on n'a pas les moyens, en tant que parlementaire, d'avoir des outils pour mesurer les impacts de la loi qu'on souhaite proposer. Les seuls outils que l'on peut avoir, c'est soit une commission d'enquête, soit une mission d'information, et où on peut à peu près utiliser, voilà, par le biais des auditions, aller chercher des chiffres, aller chercher des éléments et avoir un petit peu une étude d'impact des propositions qu'on souhaite mener. Un projet de loi, c'est différent. Un projet de loi, il est mené par l'État, par le gouvernement. Il est systématiquement... il a déjà d'abord des études d'impact qui sont faites en amont. Là, nous, le seul moyen, c'est celui-là. Donc moi, c'est ce que je vais essayer de porter dans les années qui viennent, assez rapidement, j'espère, par le biais soit d'une mission que pourrait peut-être prendre la commission aménagement du territoire du Sénat, ou alors dans le cadre d'un espace réservé de mon groupe, du groupe RDSE. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça et d'avancer, mais j'aurai besoin de tout le monde, et en particulier de vous et du CEPRI et de tous les acteurs qui sont aujourd'hui au CEPRI. Merci Madame la sénatrice. Merci. Donc on entend des perspectives de travail législatif. Jean-François Desbouis, de votre côté, vous avez été un acteur du relèvement dans l'Aude, on l'a entendu ce matin. Aujourd'hui, vous êtes là aussi avec votre deuxième casquette d'inspecteur général de l'IGEDD. Et donc, vous avez beaucoup participé avec nous à cette réflexion, vous avez participé aux réunions stratégiques, et aujourd'hui, on se demande donc comment vous voyez la suite. Vous avez beaucoup parlé du plan de relèvement, et on pourrait aussi se demander quel portage vous imaginez. Vous avez un petit peu commencé à répondre tout à l'heure, mais voilà, comment vous voyez la suite, et est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'appropriation de ce plan de relèvement, peut-être par les élus, de ce plan de relèvement. Oui, mais la question est difficile. Bon, d'abord, ça a été dit tout à l'heure, on ne part pas de rien. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites. Et il y a ce type de réflexions qui ont permis d'identifier un certain nombre de signaux faibles
2 points qui manquent. On l'a vu tout à l'heure, des questions très, très basiques. On a discuté avec la présidente, enfin basique, pas basique du tout, mais sur la capacité d'autofinancement quand on a des relèvements. Bon, les difficultés de mise en œuvre de la réglementation, on les connaissait, mais il y a d'autres sujets qu'on avait plus ou moins traités, mais qui des fois reposent sur ça. Donc c'est un point qui me paraît important de dire qu'on ne part pas de rien, mais qu'il y a quand même une dynamique qui a été créée. Et puis on a aussi, alors évidemment je ne parlerai pas, je qualifierai pas, mais de chance ou de malchance, mais en tout cas on a un contexte de réchauffement climatique avec une accélération des phénomènes qui peut-être permet une sensibilisation différente de celle qu'on connaissait il y a encore 10 ans, ou pire encore quand j'ai commencé ma carrière, où c'était même pas une question. Donc voilà, il y a une accélération. Et donc ça permet sûrement une prise en compte politique, au sens le plus noble du terme, de la question. Alors après, sur la démarche, au sein de l'inspection générale, nous on travaille pour le compte des ministres qui nous passent des commandes et qui nous demandent à un moment donné d'expertiser tel ou tel point. Et donc j'y reviendrai. C'est vrai qu'il doit y avoir un travail qui est réfléchi, qui est travaillé en fonction de ce qui ressort aussi de débats avec les parlementaires, de ce qui ressort des attentes, de ce que sont les attentes du ministre, du gouvernement, de la traque dont on a parlé. Voilà. Donc ça, je crois que notre chef de service vous a répondu, Madame la Présidente, sur le fait qu'au niveau de l'IGEDD, on serait présent tout autant que vous aurez besoin de nous et tout autant que le ministre nous demandera de travailler sur tel ou tel point pour soit affiner un point, soit participer. Après, moi je suis frappé par le fait, je relisais tout à l'heure le titre de la plaquette que vous nous avez donnée, c'était anticiper le relèvement post-inondation. Et en fait, quand on voit tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, là, cet après-midi comme ce matin, on a anticipé, on a parlé des outils pour augmenter la culture du risque, pour augmenter la formation, on l'a un peu évoqué, on n'est pas rentré plus dans le détail, mais un peu en disant c'est perfectible. On a travaillé sur l'adaptation de l'urbanisme, sur les SCOT, les PLU, donc on n'est pas sur le post-catastrophe, là on est vraiment sur quelque chose d'avant. On a parlé d'anticiper la gestion de crise, le collègue du ministère de l'Intérieur a évoqué les plans hors sec et les points comme ça, l'adaptation des réseaux, pour ne pas mettre des transformateurs électriques en dessous des plus hautes eaux et des choses comme ça. On a parlé, vous avez parlé Madame la Sénatrice, d'anticiper la synergie des entreprises pour aller plus vite, un bordereau-type. Ça peut être étendu à la dotation de solidarité, d'ailleurs ça fait partie des quelques pistes, mais bon, la question reviendra le moment venu. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, on en discutait avec le collègue des assureurs, sur le fait qu'un des acteurs majeurs sur anticiper ça, c'est la construction, le bâtiment. C'est 160 milliards. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le bâtiment, on dit quand le bâtiment va, tout va. Là, aujourd'hui, il est quand même un peu ébranlé par un certain nombre de difficultés, mais il n'empêche que c'est quand même 160 milliards pour la construction neuve ou la rénovation, et qu'il y a sûrement quelque chose à faire. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a sûrement quelque chose à faire par rapport à la résilience pour anticiper et favoriser la reconstruction, de travailler sur le bâtiment lui-même. Et c'est un sujet qui méritera d'être vu. Et donc face à tous ces outils, et puis le dernier point qu'on a un peu évoqué aussi ce matin, c'était effectivement associer et planifier la reconstruction, donc sous-entendu post-inondation. Donc là on était, j'allais dire, dans le cœur initial du sujet, même si tout le reste était évidemment des sujets on ne peut plus importants et stratégiques. Et donc du coup, moi ce qui me paraît, dans la suite, avec une logique très, très basique, c'est-à-dire qu'il y a sûrement un travail à faire, à continuer. Vous avez identifié un certain nombre d'axes et de points qui étaient projetés, ils sont peut-être projetés au-dessus de nous à l'instant même. Je pense qu'il y a bien d'autres points qui sont des sujets. Il y a bien d'autres points qui pourraient être subdivisés, parce que si on dit on va travailler, par exemple, je reprends ça parce que c'est le dernier que j'ai évoqué sur le bâtiment, ça peut aller du DTU jusqu'à le financement, jusqu'à l'impact sur les assurances, la prise en compte d'un certificat de résilience. Enfin, il y a plein de choses, plein de sujets. Et donc je pense qu'il y aura vraiment un travail, me semble-t-il, à faire, d'identifier vraiment les sujets et de les cibler, de les phaser et de les prioriser, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été évoqué dans les groupes de travail que vous avez les ateliers, il y en a pour quelques années de travail.
Et on sait que par rapport à certains événements, on ne pourra pas passer des années à travailler. Donc il me semble qu'il y a un premier travail d'identification, de phasage de cette réflexion pour continuer à travailler alors sous l'angle technique. Quand je dis technique, ce n'est pas pour opposer technique et politique, mais à un moment donné, c'est une réflexion sur fournir des choix, des propositions à charge pour le politique, au sens le plus noble du terme, de faire les choix, de dire on va là, on ne va pas là, on y va maintenant ou on y va plus tard. Voilà, c'est chacun à sa place là-dessus. Justement, par rapport à chacun à sa place, je pense que la deuxième étape, après avoir réfléchi sur la priorisation, c'est sûrement d'imaginer une structuration de la réflexion. Parce que on voit, surtout si on a plusieurs chantiers, qu'il va falloir rassembler large, c'est toute la force de la démarche. Il faudra évidemment ménager le cadrage et le foisonnement et la créativité. Il ne faut pas que le cadrage soit tellement strict qu'on n'ait plus suffisamment de gens, mais il ne faut pas non plus qu'on parte tous azimuts, que vous partiez tous azimuts dans ces réflexions-là. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour comment on organise ça en comité. Alors après, c'est des comités relativement simples, de comités techniques par groupe de travail, un comité plus stratégique. Et le dernier point qui me paraît important dans ce triptyque pour voir la suite, c'est de bien clarifier, je veux dire, le portage politique. On le voit sur le terrain, on en a parlé à plusieurs reprises, le portage politique, il est essentiel pour la réussite d'une politique et d'une mise en œuvre de quoi que ce soit. Pour la réflexion sur une politique nationale, le portage politique il sera majeur aussi. Je n'ai aucune idée de comment, est-ce que c'est par des initiatives parlementaires, par un pilotage par le ministre, des ministres, par la planification. Je ne sais pas du tout comment il faut le faire, ce n'est pas mon rôle d'avoir ce type de proposition, mais je pense qu'il y a une réflexion à mener, c'est comment on assume le portage avec l'ensemble des sujets. Voilà, donc il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses, de matériaux qui remontaient à la surface. Vous avez eu le bénéfice de remettre en suspension énormément de sujets qui préoccupent l'ensemble de nos concitoyens, des élus, des techniciens. Et donc, il y a un beau travail à faire. Vous avez rajouté, Madame la Sénatrice, un sujet qui, personnellement, me tient à cœur, mais que je partage avec vous sur le fait que la compétence technique dans les services de l'État, alors certes, les services de l'État ne sont pas les seuls. On en parlait avec Laurent Naudy encore tout à l'heure. Les départements, et pas que, ont une compétence technique et il y a une volonté en termes d'aménagement du territoire de répartir un certain nombre de compétences. Mais ça pose, au-delà de savoir qui a la compétence pour faire, ça pose vraiment la question aussi, alors qui nous dépasse aussi là, mais de l'attente que la société, que les élus, que les citoyens ont par rapport aux services de l'État. Et donc là, on est sur un autre sujet, mais je vous rejoins sur le fait qu'on a besoin de compétences techniques. Alors je ne sais pas où il faut qu'elles soient, mais on a besoin de compétences techniques localement pour faire les choses et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'on en a aussi rediscuté avec Laurent et tout à l'heure avec la dame, on n'a pas rediscuté, mais du CAUE. Quand je parlais de task force et d'appui, c'était un appui pour avoir des éléments de mutualisation au niveau national, mais le premier niveau de task force et d'appui, c'est évidemment le niveau local, parce qu'on sait que c'est la proximité qui fait passer le message, et donc c'est bien sûr les agences, le CAUE, les acteurs locaux, les DDT, l'ADREAL, tous les services qui peuvent apporter ce premier niveau, mais qui des fois peuvent avoir besoin d'aller chercher une compétence supplémentaire auprès d'acteurs qui vont la détenir sur un point précis et qui pourront la transférer pour que quelque part le rouage se fasse avec les élus. Voilà, j'ai été trop long comme d'habitude, mais en tout cas je pense qu'il y a un beau chantier à mener et que soit vous le restreignez un peu sur la reconstruction et le relèvement post-inondation, qui était, ce que j'avais compris, peut-être à tort, le point de départ, soit vous partez sur quelque chose de plus large, et auquel cas vous remettez en perspective l'ensemble presque de la politique de prévention des risques et de l'aménagement du territoire, et là le sujet est encore plus difficile à mener à bien. Merci. Alors, pour juste reparler du sujet, comment anticiper le relèvement post-inondation et territoire, c'était effectivement comment on facilite la post-crise, mais comment dès maintenant on facilite ou on évite le plus possible de vivre ce genre de situation. En tout cas, ce qu'on entend, c'est un besoin de mobilisation, une envie de mobilisation de tous les acteurs de votre part à tous les deux, des perspectives de travail de la part à tous les deux. On a aussi Nicolas Baudusseau qui est là. Vous êtes directeur des fonds publics et de la prévention à la Caisse centrale de réassurance. Vous travaillez sur la
la prévention et la mise en résilience des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous parler des pistes de travail qu'on a évoquées? Qu'est-ce qui vous parle le plus et qu'est-ce que vous faites, vous, à la CCR, et qu'est-ce que vous comptez faire pour agir en ce sens? Mais écoutez, merci pour la question, puis merci pour l'invitation. Je remercie le CEPRI, la FPCNT pour cette invitation. La question est vaste, elle est terriblement vaste. Vous l'avez abordée par la question de l'anticipation de la reconstruction. C'est une question qui me paraît être particulièrement ambitieuse. Je dirais qu'on avait déjà beaucoup à faire avec la prévention, mais alors l'anticipation de la reconstruction, là on est quelque chose de vraiment de très particulier. Et je pense que ça va être, sur ce sujet, il y a la question d'abord pour les élus, des moyens qu'ils ont de le faire, et d'autre part de l'intérêt qu'ils ont de le faire. Sur la question des moyens, anticiper la reconstruction, ça veut dire d'abord être en capacité de dire jusqu'où on est capable de tenir, et à partir de quand on n'est plus capable de tenir. Ça, je ne sais pas s'il y a un diagnostic qui est très clair sur le territoire français, partout. Je ne suis pas sûr. Madame Carrère, je ne sais pas si avant 2013, vous aviez les idées très claires là-dessus, mais on pourrait poser la question au directeur général de La Faute-sur-Mer. Je crois que ça, c'est une question essentielle. Jusqu'où on est capable de tenir? Et je pense que les élus ne sont pas forcément n'ont pas forcément les moyens de répondre facilement à cette question. C'est une question qui nécessite d'avoir des éléments importants de connaissance des phénomènes en particulier. Sur la connaissance des phénomènes, autant pour le débordement, on est en train de faire des progrès à vitesse grand V, et depuis 15-20 ans, je pense que ça a été un gap considérable. La GEMAPI va apporter des choses considérables. Alors j'entends que la GEMAPI, c'est pas toujours simple et que ça, je veux bien l'entendre. Pour le débordement de cours d'eau, je pense qu'effectivement, on est en train de faire des progrès. Pour le ruissellement, en revanche, très honnêtement, en dehors de quelques EPTB qui sont exemplaires en la matière, quelques grandes métropoles qui ont attrapé la question à bras-le-corps, hein, je pense à Lyon, à Aix, à Marseille, à Strasbourg, à Nantes, et puis j'en oublie. Mais les territoires un peu plus déshérités, la question du ruissellement, elle est essentielle. Et il n'y a pas de cartographie aujourd'hui claire sur le ruissellement, la question du ruissellement. Donc se dire, je vais anticiper la reconstruction ou le relèvement, mais à partir de quel phénomène? Le fait qu'il n'y ait pas cette donnée d'entrée de base, ça me paraît être quelque chose d'essentiel et ça ne permet pas, ça ne donne pas les moyens aux élus de pouvoir anticiper l'après qui me paraît très compliqué. L'autre chose que je voulais indiquer, c'est que, en termes de moyens, c'est que commencer à réfléchir à l'anticipation de la construction, c'est admettre que la prévention ne peut pas tout. Ça aussi, c'est un message, je pense, qui est clé dans ce que vous avez l'air d'en parler comme si c'était absolument naturel, mais regardez le traitement médiatique qu'il y a eu dans le Nord-Pas-de-Calais suite aux inondations de l'automne. Enfin, on a bien dit, mais qu'ont fait les élus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-on pas curé les canaux, comme si curer les canaux allait changer quoi que ce soit à la situation? Et d'ailleurs, on a un plan curage, et on en est très content d'avoir ce plan curage. Non, mais tout ça pour dire qu'on a une difficulté qui est d'admettre à un moment donné que la prévention, effectivement, à un moment donné, ça s'arrête, et c'est normal. Et c'est normal. On ne peut pas avoir des systèmes de prévention qui préviennent tout, et c'est bien pour ça qu'il y a un système derrière de relèvement, d'indemnisation, qui n'est pas parfait, mais qui existe. Sur l'intérêt maintenant des élus à faire ce type de plan, cette planification du relèvement, moi je dirais deux choses. La première, c'est que ça dépend. Leur intérêt, franchement, dépend en réalité. Ça dépend si le point de rupture dont je vous parlais, c'est-à-dire le point où vous n'arrivez plus à gérer la crise, vous n'arrivez plus à empêcher que la crise arrive, si ça arrive tous les 10 ans, ou si ça arrive tous les 50 ou 100 ans. Vous disiez, Madame la sénatrice, 1937 ou 1837, c'était 1937. C'est assez rationnel, en réalité, de ne pas avoir anticipé la reconstruction post-2013. C'est assez rationnel parce que maintenir entre 1937 et 2013 un plan d'anticipation du relèvement, ça relève de quelque chose de stakhanoviste quand même, ça relève de quelque chose de fou, qui serait très bien, qui serait
d'une grande utilité, effectivement, à mettre en place. Mais on voit le défi que c'est. C'est-à-dire que l'intérêt, maintenir l'intérêt pour un élu dont vous avez tous parlé, qu'il change tous les 6 ans, qu'il faut les reformer, que c'est déjà très compliqué sur les sujets de base, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient conscients qu'il faut mettre en place un plan de relèvement alors que vous avez des systèmes de couverture qui existent, parce que vous réfléchissez tous là, comme si le système de couverture, enfin presque en oubliant le système de couverture qui existe et qui est là et qui maintient le fait que les gens vont être indemnisés, pas toujours dans des conditions parfaites, mais n'empêche qu'il y a ce système qui est là et qui vient nuire, entre guillemets, à l'intérêt que vous avez à penser à la reconstruction. Donc l'intérêt, il est fondamentalement lié, me semble-t-il, au fait que vous soyez plus ou moins fréquemment sinistré. Si vous êtes fréquemment sinistré, vous aurez intérêt, rationnellement, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas... tout n'est pas économique dans cette affaire, hein, tout, évidemment, mais si vous êtes... Et regardez les Pays-Bas qui vont être inondés en moyenne tous les 10 000 ans, je ne suis pas sûr qu'ils fassent des plans de reconstruction, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. Sur l'intérêt, en revanche, ce qui, à mon avis, peut pousser les élus à le faire, c'est le nouveau paradigme dans lequel on est rentré depuis quelques années, en réalité, et qui est apparu dans le débat médiatique il y a quelques mois. C'est la question de l'assurabilité des territoires. Il vous aura peut-être pas échappé qu'il y a une mission qui a été confiée par le gouvernement à 3 personnalités qualifiées, Gonéré Le Causanet, Myriam Merad et Thierry Langrenet, sur cette question de comment maintenir l'assurabilité des territoires face au risque de catastrophes climatiques. C'est donc qu'il y a un sujet autour de ça, sur la pérennité de la capacité du système assurantiel, qui est un système public-privé, chapeauté par la Caisse centrale de rassurance et par l'État, de pouvoir maintenir dans la durée une assurabilité des territoires. C'est une vraie question. Associée à cette mission, il y a une seconde mission qui vient d'être confiée au maire de Vesoul, Alain Chrétien, sur l'assurabilité des collectivités locales, des biens des collectivités locales. Ce sujet, il est de plus en plus dans la presse et il est de plus en plus important. Et donc, ce qui me paraît important dans le message que je pouvais vous délivrer aujourd'hui, c'est que cette question où les collectivités... pourquoi est-ce que les collectivités regarderaient de près jusqu'où ils peuvent tenir, jusqu'où elles peuvent prévenir le risque? Ça va devenir essentiel dans l'avenir, j'en suis persuadé, pour pouvoir entrer en dialogue avec le monde de l'assurance et dire mon territoire, il prévient suffisamment le risque et il doit pouvoir être continué à assurer dans le futur. Ce sont des sujets qui sont très importants, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en tout cas qui vont devenir de plus en plus importants dans l'avenir. Et donc, excusez-moi, vous, à la CCR, il me semble que vous travaillez donc sur la prévention et justement peut-être un accompagnement des collectivités pour les aider à la mise en résilience des territoires. Je crois que vous avez aussi noté à quel point les PPRI avaient été bénéfiques. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur la mobilisation de la CCR avant de... Oui, alors parmi les travaux qu'on mène, effectivement, on travaille beaucoup en partenariat avec le ministère de l'écologie pour essayer d'objectiver la politique publique et évaluer ce qui marche moins, et essayer de quantifier. Vous disiez, vous n'avez pas d'outils de quantification de l'impact de vos lois. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec le ministère de l'écologie, et notamment par rapport au PPR. On ne va pas débattre sur l'intérêt du PPR, sur si c'est quelque chose de bien ou pas. Nous, on regarde statistiquement ce que le PPR a permis d'éviter comme dommage sur les territoires qui en ont été dotés. On mesure que sur la période depuis à peu près 95, où ils ont commencé à être mis en place, en fait c'est plutôt au début des années 2000, sur les 25 dernières années, en moyenne par an, ils ont permis d'éviter de l'ordre de 100 millions d'euros de dommages, qui correspond à peu près 10% des dommages assurés annuels sur l'ensemble des phénomènes, donc pas seulement inondations. Donc, on a tendance à penser que ce sont des dispositifs qui sont efficaces. Peut-être pourrait-il l'être davantage, peut-être pourrait-il susciter moins de contentieux juridiques aussi. Il y a tout un tas de choses, je pense, qui pourraient être faites vis-à-vis des PPR, mais de fait, ce sont des outils qui se sont révélés efficaces. Donc c'est le genre de travail qu'on mène pour le compte du ministère de l'écologie. Plus généralement, on est en train de travailler à structurer, disons, une mise à disposition des collectivités de tout un tas de données, d'informations
sur les sinistres du passé, sur les modélisations que l'on peut faire à climat actuel, à climat 2050, pour aider les collectivités à travailler cette question de la prévention du risque et de l'anticipation du relèvement. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On parlait un peu des concepteurs. Depuis ce matin, différents intervenants ont interpellé à la fois l'aménagement, les architectes, les concepteurs d'espace. Notre invitée de la Belgique, Madame la bourgmestre de Limbourg, a parlé de culture du risque, culture du bâti. Le maire de Mandelieu a parlé d'inventer un nouvel urbanisme. On a eu aussi, il faut partager les champs des interdits et les champs des possibles. On a parlé aussi d'une architecture comme solution, et ça c'est vos propos dans le plaidoyer du Conseil national de l'Ordre des architectes. Vous pouvez nous parler un peu du rôle de l'architecte dans ce nouveau récit de porter un peu la résilience des territoires? Je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà nous, on essaye de parler plutôt de ménagement que d'aménagement du territoire, en se disant que ménager le territoire, c'est déjà de se mettre dans une posture où la nature a une place avant que l'homme vienne s'y installer, et qu'à partir de ce moment-là, on a un questionnement qui est comment le risque devient un levier et non une contrainte, et comment c'est un outil pour faire projet. Donc c'est l'effet de se mettre dans une démarche positive, et dans cette phrase-là, le plus important, c'est le mot projet, qui n'est pas là simplement pour relever des défis qui sont de nous protéger, mais aussi de créer les conditions qu'on soit bien dans un lieu. Ça peut paraître assez banal, mais c'est juste faire un pas de côté. Quand on parle de culture du risque, on peut retenir le mot risque, on peut retenir aussi le mot culture. Et le mot culture, il peut être associé à la technique, ce qui n'a pas été totalement fait, je dirais, au XXe siècle. C'est-à-dire quand on a construit au XXe siècle, on a beaucoup imperméabilisé, on a beaucoup aménagé hors sol, on a beaucoup pris de dispositions qui font qu'on oubliait un peu sur quel territoire on s'installait. Or, aujourd'hui, la question de la culture, c'est se rappeler le bassin versant, se rappeler justement où se faisaient les ruissellements, où est le lit majeur du fleuve, où est-ce qu'est la plus haute eau, et tout ce qu'on ne sait pas. Je vais prendre un exemple plus basique et terre à terre dont je parlais à la présidente tout à l'heure. À un moment donné, quand je travaillais en tant que jeune architecte dans un CAUE, j'ai une personne qui vient me voir pour construire sa maison et qui me dit: je ne comprends pas ce règlement de zone qui m'empêche de mettre un muret autour de ma maison pour me protéger, qui à la place me demande de mettre un grillage. Moi, je veux mettre un muret en pierre avec une grille par-dessus. Et en fait, la lecture de cet article-là, c'était que la voie était inondable et que pour que l'eau puisse circuler, on demandait qu'il n'y ait pas de muret, mais bien un grillage ou autre. Mais le problème, c'est que c'est pas écrit, c'est pas dit, donc c'est pas partagé. Et donc cette culture et le fait d'associer la technique et la culture aujourd'hui dans ces moments où finalement on a un besoin énorme face aux risques majeurs devient essentiel. Ce qui nous demande de fabriquer ces récits dont on parle tous et qui sont pas si évidents que ça à mettre en œuvre. Tout à l'heure, on parlait de mettre tous les acteurs autour de la table et fédérer ça, avoir cette dynamique de projet. Eh bien, c'est ce qu'en fait on essaye d'apprendre à l'école d'architecture, et donc c'est toujours intéressant de pouvoir se dire que comme les ateliers du territoire le font, aujourd'hui on peut accompagner les élus, on peut accompagner les collectivités dans ces principes-là. Je crois qu'à Mi-Terre, l'appel à idées l'a bien montré en fait. Il n'y a pas une solution unique, et ce qui est un peu notre besoin à tous de nous rassurer et de se dire mais qu'est-ce que c'est la solution? En fait, c'est bien notre sujet du XXIe siècle, c'est que face à tous les enjeux que nous avons, le dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, la crise de ressources, on a des solutions qui sont très ancrées dans chaque territoire. Donc c'est aussi un moyen de révéler le lieu où on va. Alors je vais un peu loin parce qu'on se dit quand on est dedans, c'est pas simple, mais en même temps c'est un peu ce qui a été fait sur certains territoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait où on habite, et quand on sait où on habite, on est en capacité de vivre mieux avec, de mieux gérer la question des replis, de mieux supporter la question de la recomposition spatiale. Et je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe en ce moment sur le trait de côte, qui va affecter 1,4 million de personnes et 165
35 000 bâtiments d'ici entre 2050 et 2100, si on a de la chance. C'est énorme. Et la question de savoir comment on va prévenir, comment on va accompagner, etc., se fait dans plein de territoires par la pédagogie, par la résidence d'architecture, par la mise en récit, partout. Donc ça veut dire qu'on ne doit plus décloisonner ça du citoyen et du projet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Ordre des architectes, on y prend notre part et les architectes essayent de le prendre aussi. On n'est pas uniquement aujourd'hui, on ne fait pas uniquement ces études pour déposer des permis de construire de bâtiments neufs. On a totalement fait évoluer la formation dans un sens qui est beaucoup plus large sur la culture de la rénovation, la culture du risque, l'accompagnement justement bâtimentaire autour des questions d'inondabilité et bien plus large. On construit plus simplement en pensant uniquement à sa parcelle, mais bien à ce qu'on appelle, nous, l'échelle, le transscalaire, c'est-à-dire en regardant toutes les échelles et en voyant l'impact que ça peut avoir. Et donc, effectivement, il y a des formations qui le font. On attend aussi aujourd'hui que se développe une offre pour accompagner les collectivités, soit en amont, soit dans les plans de relèvement, pour pouvoir en fait mobiliser plus les CAUE et les architectes sur ces questions-là. C'est important. Alors, à l'Ordre, on a créé un petit dispositif qui s'appelle un maire, un architecte, dans l'idée d'accompagner les élus dans cette mise en récit de leur territoire, et notamment ceux qui ont très peu d'ingénierie et qui parfois ne savent pas comment s'y prendre. Si on a fait ça, c'est parce qu'en fait, l'architecture est décrétée d'intérêt public dans la loi, que l'Ordre des architectes a pour ça une mission auprès de l'État, et qu'effectivement, il y a quelques années, j'avais croisé Monsieur Baudusseau à la Caisse de réassurance dans un colloque à Caen, et j'avais eu l'impression que finalement la caisse de réassurance c'était un peu comme notre sécurité sociale et qu'à un moment donné, si on n'y faisait pas attention, elle craquait. Et donc globalement, on avait besoin de se repositionner sur les territoires et que pour ça, le projet est important. C'est difficile de faire confiance à la culture plutôt qu'à la technique. Mais aujourd'hui, je pense que c'est essentiel d'associer les deux. Merci beaucoup, Christine. C'est difficile de faire confiance à la technique et pas à la culture, sauf que le risque zéro n'existe pas. Et je pense que de plus en plus, on doit faire confiance et activer la culture du risque. Et on retient ce mot de ménager les territoires. Je pense que comme concept, il est super pertinent. Merci beaucoup. Peut-être on laisse la place aux questions. À moins que vous vouliez réagir sur vos propres interventions. Une question là-bas. Bonjour à tous, Loïc Guilbault du CEREMA. Donc c'est pas une question, c'est plutôt une intervention dans qui commence à faire quoi. Je voulais apporter la contribution du CEREMA puisque à la suite des ateliers qui ont été conduits, des ateliers nationaux sur les territoires en mutation face au risque qui ont été conduits en particulier effectivement à Saint-Pierre-des-Corps chez Madame Beaufils, il y a un certain nombre d'équipes du CEREMA qui se sont mobilisées sur la question du risque et de l'aménagement ou du ménagement. Je suis tout à fait d'accord avec cette terminologie. Et à la suite de ces ateliers, ont été conduits à un projet de recherche RETAP sur la reconstruction post-catastrophe, puis un autre projet de recherche sur relève sur le Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et il nous a paru intéressant, et puis entre-temps aussi la conduite d'Amiter, que vous connaissez tous également. Et il nous a paru intéressant à un moment donné de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que nous avions pu conduire comme différents travaux, et effectivement de faire un point sur ce que nous pouvions apporter à cette réflexion de la reconstruction post-catastrophe et du Build Back Better. Et du coup, j'ai ramené un certain nombre de petits fascicules. Il n'en reste plus qu'un sur le coin d'une table. Là, j'en ai distribué pas mal depuis ce matin. Mais je voulais indiquer que dans ce qui fait quoi, ou qui commence à faire quoi, nous contribuons bien volontiers à amener ces éléments-là. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des équipes du CEREMA, puisqu'il ne s'agit pas de ma personne, mais bien de mon équipe et d'autres équipes de Aix ou de Bordeaux qui ont contribué à ce travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Loïc.
Merci beaucoup, merci pour vos exposés. Moi, j'ai une question qui part d'une constatation. Donc, nous, dans la vallée de la Vesdre, les personnes qui ont été sinistrées, donc j'en viens aux personnes, pas aux communes, c'était des personnes, je veux dire, plus précarisées qu'ailleurs. Donc, des personnes qui ne travaillent pas, famille monoparentale, et donc ça a été démontré par les études. Donc, on va demander à ces personnes de reconstruire différemment et d'anticiper les prochaines crues. Maintenant, concrètement, quand on est bourgmestre ou maire sur le terrain, comment est-ce qu'on dit à ces personnes qui n'ont déjà pas beaucoup de moyens au départ, qui n'ont pas retouché la somme totale des assurances, qui aujourd'hui sont moins bien assurées, parce que je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas en Belgique, on a le bureau des tarifications, donc on est moins bien assuré parce qu'on a subi une catastrophe naturelle pour laquelle on n'a pas spécialement fait grand-chose, qui vont devoir travailler avec des architectes ou des entrepreneurs qui sont débordés et qui ont subi la hausse énergétique, donc le prix des coûts des matériaux, etc. Comment est-ce que concrètement on peut faire, parce que vous êtes tous les deux là en face de moi, comment est-ce que concrètement on peut faire pour aider, enfin qu'est-ce que l'État peut faire pour aider ces personnes à mieux se protéger, à construire de façon plus résiliente, alors qu'ils n'ont déjà pas les moyens de reconstruire leur bien comme il était avant? Désolée. Alors, peut-être vous dire comment ça se passe en France. Ça se passe pas forcément du mieux que ça peut, mais le système assurantiel tel qu'il est fait pour les inondations, en tout cas, il intervient très rapidement avec des avances qui sont assez conséquentes, de l'ordre de 70% du coût des travaux qui sont versés très vite en fait aux assurés. Donc on a ainsi, et quel que soit le niveau de précarité, puisque 98% des habitants en France sont couverts pour les risques de catastrophes naturelles, ce qui n'est peut-être pas le cas en Belgique, et ce qui n'était pas du tout le cas en Allemagne, puisqu'en Allemagne, on était à moins de la moitié des gens qui étaient assurés. Donc le système français, de ce point de vue-là, il est très favorable et il permet, y compris aux gens les plus précaires, d'avoir une avance qui commence à permettre de faire des choses. Après, sur le mieux reconstruire, il n'y a pas d'obligation en France. Vous reconstruisez dans l'enveloppe budgétaire que vous avez, qui est une enveloppe assurantielle, qui est sur la base d'une reconstruction à l'identique. Ce qui n'oblige pas à reconstruire à l'identique, mais qui, sur la base d'une reconstruction à l'identique. C'est dommage que le ministère de l'écologie n'ait pas pu insister là-dessus, mais depuis quelques années, depuis 2021, il y a un dispositif expérimental en France qui s'appelle MIRAPI, Mieux reconstruire après inondation, qui permet de financer les surcoûts liés à l'adaptation à hauteur de 80%, quel que soit en fait le niveau de vie des gens. Enfin, c'est pas soumis à des conditions de ressources. C'est un dispositif encore expérimental qui a commencé dans les Landes, qui avait un tout petit peu commencé dans les Alpes-Maritimes, mais ça de manière très sporadique, dans les Landes davantage, suite aux inondations de 2020-2021. Et puis là, il va être déployé dans le Nord-Pas-de-Calais. On va voir comment il se déploie. C'est un dispositif qui me paraît, moi, être assez prometteur et qui provient c'est du budget de l'État. C'est l'État qui finance directement sur sa ligne budgétaire ce surplus-là. Ce qui manque, c'est aujourd'hui, concrètement, qui va faire le conseil? Non, on a un organisme en France au niveau départemental qui s'appelle le CAUE, qui est là pour conseiller en fait les particuliers, un peu comme un avocat commis d'office, donc il est accessible à tout le monde. Et effectivement, ce qu'on a en France comme particularité, c'est qu'on ne prend pas en compte, que ce soit pour la rénovation thermique, que ce soit pour les augmentations des coûts liés à la reconstruction, le conseil comme étant quelque chose qu'il faut payer. Donc aujourd'hui, on a effectivement le CAUE, mais quand vous faites une rénovation thermique en France ou quand vous devez reconstruire, vous adapter, vous allez avoir l'équipement qui va être payé, mais pas le conseil pour vous dire de quoi il faut vous équiper. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'intégrer au sein des aides de l'État du conseil, de la maîtrise d'œuvre, parce qu'il faut savoir qu'en France, la plupart des maisons sont construites en dessous de 150 mètres carrés, donc sans architecte. C'est à peu près 80% de la
la production quand même, donc c'est énorme. C'est souvent des maisons qui sont faites sur catalogue, donc qui ne sont pas adaptées au territoire sur lequel elles sont installées exactement. Donc en fait, l'adaptation, ça requiert l'intervention d'un professionnel qui va pouvoir accompagner le client. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas accompagné par l'État. C'est bien dommage. Si je peux intervenir sur Mirapi, puis peut-être qu'on dira la même chose, Jean-François, mais on connaît bien ce procédé, hein, ce dispositif, pardon, puisqu'on le suit et on a fait partie de ceux qui ont accompagné les territoires des Landes sur Mirapi. On a fait une enquête psychosociale. Il y a un conseil, il est payé à 100%, mais c'est qui ? Il est payé à 100% par le fonds Barnier, enfin 80% par le fonds Barnier, et puis dans le cas des Landes, 20% par la région et le département. Donc il y a bien un conseil, mais c'est un diagnostiqueur qui vient, et un diagnostiqueur qui, aujourd'hui, on s'en rend compte, est de moins en moins bien payé pour le faire. Alors ça, c'est important, parce que nous, on se rend compte qu'il y a une baisse du travail du diagnostiqueur, et justement que le diagnostiqueur, il n'a plus les moyens de rester, de prendre le café avec les gens, et pourtant ça c'est fondamental, parce que quand on reste, qu'on parle avec les gens, on est capable de les amener, de faire de la maïeutique, et de les amener à réfléchir, et de les amener à trouver une stratégie. Et donc on est en train de se demander si le diagnostiqueur, il a toutes les capacités aussi pour le faire, parce que souvent ça revient à un conseil technique, et souvent le diagnostiqueur, il ne joue pas son rôle de diagnostiqueur, donc d'accompagnateur, de coach et tout ça. Non, il joue un rôle d'expert en assurance, c'est-à-dire qu'il vient, il prend des mesures, il dit à peine bonjour et il s'en va, et après il envoie son rapport. Et ça c'est pas ça qu'on lui demande. Et donc ça, c'est peut-être là où je te rejoins, Christine, c'est que oui, ça existe, mais peut-être qu'il faut mieux faire le casting de ces diagnostiqueurs et pourquoi pas donner un rôle aux architectes sur ce travail, puisqu'on a parlé ce matin des solutions à bénéfices multiples, mais les solutions à bénéfices multiples, c'est quelque chose qui est fondamental dans la réduction de vulnérabilité du bâti, parce que ça permet de parler en même temps de la réduction de la vulnérabilité à l'inondation, mais de regarder la chaudière, de regarder l'accessibilité PMR, etc., parce qu'on ne va pas revenir 3 fois pour faire des travaux dans une maison. Donc le conseil, il existe, pour vous répondre, il est payé, souvent c'est 100%, mais souvent l'habitant, il n'a pas trop envie parce qu'il ne voit pas l'intérêt, parce que ce n'est pas fait par les bonnes personnes. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Jean-François. Ça allait dans notre sens, mais c'était complémentaire. C'est-à-dire que là, on vous a présenté, M. Bauduceau, le Mirapi, les collègues a présenté l'appui du CAE. Dans ce que j'ai compris de votre question, c'était de dire, quand on a affaire à des gens qui ont des ressources qui ne sont pas forcément élevées, qui doivent reconstruire et utiliser l'indemnité d'assurance plus le reste, qu'est-ce qu'on peut faire ? Encore une fois, c'est juste un exemple, un témoignage de ce qui a pu être tenté et fait dans le département de l'Aude en 2018, c'est de mettre en place en même temps un PIG, donc un programme intégré, un dispositif qui marie à la fois les aides d'amélioration de l'ANA, de l'amélioration de l'habitat, et les aides du fonds Barnier pour la réduction de vulnérabilité. Parce que tant qu'à refaire une maison qui a été sinistrée, alors il ne faut pas la refaire si on doit la casser derrière. Donc l'important, c'est d'abord de dire, ça, à tel endroit, vous ne pouvez pas reconstruire parce qu'il y a plus de 4 mètres d'eau, parce que. Mais à partir du moment où on dit on va pouvoir reconstruire, l'idée, si on refait les fenêtres, c'est de les faire pour qu'elles soient isolées, c'est d'en profiter pour regarder les aides pour la chaudière, c'est d'en profiter pour faire des aides par rapport ou d'intégrer l'accessibilité, donc les largeurs des couloirs pour que les personnes en fauteuil roulant puissent passer. Bref, c'est de regarder tout un ensemble. Et donc on avait mis en place avec le département de l'Aude un plan qui permettait d'avoir une animation, certes, mais d'avoir derrière aussi des crédits pour financer un certain nombre de travaux, soit par l'un, soit par l'autre. L'idée qui était déjà dans un rapport ancien de l'IGEDD, c'était de dire il faudrait qu'on arrive à ce que l'argent soit versé sur une seule caisse, un seul guichet, et que ce soit tout géré. Bon, pour l'instant, ça ne s'est pas encore mis en place. Peut-être que cette idée refera surface, mais en tout cas, il y a ce dispositif. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, que ça va permettre de tout régler, mais en tout cas, ça a apporté une solution de plus à des propriétaires, notamment parce qu'il y a des plafonds de ressources pour les aides de l'amélioration de l'habitat, de l'ANA, et donc ça leur permettait à eux d'avoir une aide un peu particulière en conseil, mais aussi en réalisation, en mise en œuvre. Et c'est important, tout à l'heure, vous l'avez dit, j'ai pas réagi, mais en disant il faut réfléchir, monter les gens à l'étage. Oui, mais quand vous avez des personnes âgées, justement, la politique, c'est de les mettre au rez-de-chaussée. Parce que les étages, selon le cas, on ne peut pas. Donc, il y a des vraies difficultés, des vrais nœuds, je dirais, de réflexion, de dire, qu'est-ce qu'on fait quand on refait ? Est-ce qu'on remet des gens ? Alors, de ne pas mettre de cave, vous l'avez dit, ça c'est
relativement évident, encore qu'il y a un courage politique à le faire, mais en tout cas, ça ne se discute pas trop. Par contre, de dire est-ce qu'on va réaménager au rez-de-chaussée? Alors après, on peut réaménager sur plusieurs hauteurs, avec une chambre en bas, une chambre en haut. On avait le cas sur la commune de Trèbes, malheureusement. Tout était aménagé pour qu'ils puissent monter. Il y avait un couple de personnes âgées. Il y en a une qui ne pouvait pas monter, l'autre est restée avec lui, les deux sont décédés. C'est dramatique, hein, j'en ai encore la chair de poule en parlant, mais voilà, donc même quand on imagine des choses, on n'arrive pas toujours à contourner, mais en tout cas c'est très compliqué de raisonner le multiscalaire dont vous parliez, alors que ce soit à l'échelle de quartier, mais aussi à l'échelle du bâtiment dans sa verticalité ou son horizontalité. Oui, deux sujets. Je vais rester sur la question de l'accompagnement des habitants. Moi, j'ai une expérience depuis un bon nombre d'années, mais ce n'était pas au moment où on a traité les questions du risque d'inondation en premier, c'était au moment où on voulait faire travailler l'architecture et la couleur dans la ville. On a fait tout un travail parce qu'on a été détruit par les bombardements et donc la reconstruction... ça avait vieilli, etc. Donc on avait voulu mener un travail dans ce domaine-là, et puis on avait fait le constat que vous faites, c'est-à-dire qu'un habitant dans une ville comme Saint-Pierre-des-Corps est un habitant qui a peu de ressources, mais par contre il y a des histoires dans le vieil habitat qui est la construction de ces maisons faites par les ingénieurs SNCF qui donnent un cachet un petit peu particulier à la ville. Et on s'était dit, il ne faut pas que les gens détruisent quand ils font des transformations. Et donc, on avait pris ce biais-là pour se dire comment on peut les accompagner. Et on a mis en place un conseil en architecture, parce qu'à ce moment-là, le CAUE avait été complètement mis en cause par le conseil départemental qui avait supprimé les fonds pour le CAUE. Donc, il n'y avait plus de CAUE en fonctionnement. Donc, on s'est retrouvés avec pas d'action. Et donc, on a mis en place ce conseil en architecture et en urbanisme. Et le résultat a été vraiment passionnant. Parce que les architectes faisaient ce que Marie était en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'ils allaient discuter avec les habitants, ils allaient sur place, ils faisaient l'état de la situation de la maison, mais ils discutaient aussi sur la façon dont les gens avaient envie de vivre leur maison. Et donc, à partir de là, il intégrait les règles d'urbanisme et leur faisait des propositions. Il ne faisait pas le permis de construire. C'était vraiment un conseil. Et ensuite, les gens se l'appropriaient. Et c'est quelque chose qui a perduré et qui s'est développé avec ensuite le travail que l'on a mené sur le risque d'inondation. Et ce n'est pas très cher dans une ville, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais par contre, le résultat est bougrement passionnant parce que quand le permis de construire arrive ensuite, eh bien, il y a eu un temps de discussion et un temps de réflexion et un travail qui a expliqué pourquoi on veut laisser passer l'eau. Parce que c'est vrai que si nous, on n'a pas dans la tête que l'eau, elle va aller à une certaine vitesse quand elle va commencer à pénétrer dans la ville, et puis qu'ensuite elle va s'étaler et qu'il faut lui laisser la place pour se développer, on n'a pas fait beaucoup de travail. Donc, je dis ça parce que c'est relativement raisonnable dans une commune. Il suffit de regarder combien on a de permis de construire par an et on peut à la fois travailler de la réhabilitation comme donner un avis sur des constructions neuves, même si c'est des fois un petit peu plus compliqué avec des opérateurs privés. Bon, c'est la réalité. Hein, donc. Moi, je voudrais revenir sur un autre sujet, c'est suite à l'intervention de Nicolas Baudusseau. La réflexion que vous faisiez, Nicolas, c'est de dire quels sont les moyens et l'intérêt à anticiper la reconstruction. Alors c'est un vrai sujet, mais il n'est pas simple. On pourrait dire en effet que la Loire, depuis 1866, elle nous laisse tranquille. Ah oui, mais elle nous laisse tranquille jusqu'à quel point ? Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les crues cévenoles, avec l'intensification des pluies diluviennes que l'on a ces dernières années, est-ce qu'on peut penser qu'on ne peut pas être concerné dans quelque temps par une crue de type centenal? Donc est-ce que, parce qu'on n'a pas de visibilité sur cette future crue, on ne peut pas faire une réflexion qui intègre aujourd'hui
dans toutes les constructions neuves ou dans la réhabilitation, cette question de l'intégration du risque et de faire en sorte qu'il soit pris en compte. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi et travaillé avec l'ensemble de nos équipes sur ces questions-là et aussi avec l'atelier des territoires parce qu'on a un vrai souci dans ce domaine. Alors, je peux comprendre que d'un point de vue financier, on dise oui, mais c'est peut-être lourd. Oui, mais quand on fait la construction neuve et qu'on l'intègre tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant que d'y revenir après coup. Quand le secteur HLM fait de la réhabilitation dans le cadre de l'ANRU et qu'on leur dit, bon, écoutez, vos logements du rez-de-chaussée, là d'abord, ils ne sont pas exceptionnels à vivre quand on est quand même dans de l'habitat collectif. Hein. C'est un lieu qui n'est pas toujours simple. Il faudrait peut-être mieux que vous l'aménagiez pour qu'il y ait des salles d'activité pour les habitants du quartier. Et puis vous pouvez peut-être faire en sorte que les logements vraiment à vivre soient au premier niveau au lieu d'être dans la partie du rez-de-chaussée. Mais ça se travaille, ça ne fait pas des coûts démentiels en plus. Et ça peut être très intéressant par rapport à l'avenir. Donc je crois que... Il y a des fois, c'est des sommes relativement modestes, mais qui, en retour, peuvent permettre de dire à l'assurance, mais nous, on a fait des travaux qui ont intégré cette question, et donc l'assurabilité de notre territoire est meilleure. Nous, on a reconstruit complètement un équipement qui était un équipement de salle de fête. On a complètement surélevé le premier niveau. Il n'y a plus du tout d'espace dont la partie peut être inondable. Donc, moi, je pense que si on le voit simplement sous l'angle, est-ce qu'il y a un intérêt à anticiper la reconstruction parce que la probabilité d'une inondation n'est pas demain matin? Moi, ça me gêne. Donc, je le dis. Mais, non, mais je suis ravi que vous fassiez... Je suis ravi que vous fassiez cette intervention, Marie-France, et vous savez ce que je pense de ce que vous dites. Donc, j'ai pas de difficulté. Au contraire, ça va me permettre de préciser ma pensée. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand on est dans des situations où, de fait, on a des phénomènes qui se produisent, mais rarement, la rationalité économique, elle n'est pas d'anticiper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper. Ça veut dire qu'il faut d'autant plus d'énergie pour anticiper. Et en fait, vous êtes un bon exemple de ça, Marie-France. C'est-à-dire qu'il faudrait des Marie-France un peu partout, ou des Gérard Saint-Bille aussi. Mais c'est ça la réalité, c'est que quand vous êtes sur les plans de relèvement dont on parle, où vous n'avez pas de dispositif, ni incitatif, ni contraignant, peut-être un jour un axe dans les papilles, mais tant que vous n'avez rien de ça, il faut une énergie folle pour déployer ce genre de plan de relèvement. Je parlais des plans de relèvement. Il faut une énergie folle, c'est évident. Et donc peut-être qu'un texte, Madame la sénatrice, ça serait bienvenu, effectivement, parce que tant qu'il n'y a pas de contrainte ou incitativité avec une forme d'accompagnement pour travailler ces choses-là, effectivement, dans tous les territoires où ça se passe en moyenne une fois par siècle, on n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. C'était juste ce que je voulais dire. Alors, moi, vous vouliez intervenir là-dessus parce que je voudrais intervenir sur d'autres sujets qui ont été évoqués. Je voulais juste, Madame la Présidente, évoquer le fait, on en a un peu parlé en marge des ateliers, mais c'est que je vous rejoins, mais on ne parle peut-être pas exactement de la même chose. C'est-à-dire que oui, il faut commencer à anticiper le relèvement dans tous les documents, dans toutes les réflexions, vous avez raison, y compris dans celles qui vont avoir une crue une fois tous les 2 siècles et celles qui vont les avoir tous les 10 ans. Mais ce n'est pas forcément avec les mêmes outils et avec la même logique qu'on va agir. Dans l'un, on va être plutôt dans de la logique d'adaptation au quotidien pour arriver à faire des choses et progressivement évoluer mon escalator de ce matin. Et dans l'autre, on sera plutôt dans l'ascenseur, on va partir comme sur Villegayenc ou sur Trèbes. On va partir, on a tout cassé, on reconstruit quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas du tout les mêmes leviers, mais je vous rejoins dans les 2 cas. Et puis après... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la construction, au bâtiment. Alors on a les architectes, on a la fédération du bâtiment ou autre, mais c'est qu'il y a des choses qui devraient être intégrées sans qu'on soit obligé de rappeler qu'il faut le faire. C'est-à-dire que quand on construit un bâtiment, quand on le rénove, ça devrait être automatique
qu'on le fait et qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'on intègre. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais il y a quand même encore des choses qui se font. On a aujourd'hui, alors peut-être que ça a évolué ou ça va évoluer, mais on n'a pas de DTU par rapport aux inondations, donc on n'a pas d'éléments. On en discutait, même pour faire un bâtard d'eau, il n'y a pas de norme pour savoir si c'est un bâtard d'eau ou si ce n'est pas un bâtard d'eau. Alors je crois que c'est en cours, il y a un chantier en cours. Mais quand même, se dire que par rapport à cet outil qui est basique pour la prévention des inondations, on n'avait même pas encore la norme, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on pourrait peut-être intégrer pour que ça devienne le lot commun et que ce ne soit pas une réflexion particulière de la collectivité, de la commune, de la communauté de communes ou autre, de réfléchir sur ça, mais que ce soit Et je rappelais encore ce chiffre, parce qu'il était rappelé par le collègue MRR, c'est 160 milliards. Alors moi j'en étais à 140, maintenant c'est 160 milliards, je crois, le chiffre d'affaires du bâtiment. C'est énorme, donc il y a quand même des leviers. Quand on le compare à d'autres moyens de financement, on n'est pas dans les mêmes ratios, on a des milliards ou des millions. Non, mais moi je vous rejoins. Ce qu'on peut avoir comme problématique en tant que concepteur, c'est de se retrouver face à des promoteurs privés qui n'ont pas spécifiquement envie de mettre beaucoup plus d'argent pour un risque qu'ils ne verront pas dans les 10 prochaines années, qui est leur garantie, ou 20. Donc il faut être réaliste, c'est compliqué s'il n'y a pas effectivement derrière, nous quand on veut s'appuyer sur quelque chose, il nous faut des règles et des normes. Ce qui est problématique parce que quand il y a trop de règles et de normes, on n'arrive pas à innover. Mais le problème, c'est toujours le même sujet, hein. On est un peu sur Mais tant qu'on aura en fait l'appât du gain qui est d'un côté par rapport à l'appât de la sécurité, on sera obligé d'avoir un peu de normes pour nous aider à faire mieux. Alors ça va m'amener à réagir, si vous le permettez, avant d'intervenir sur les sujets, c'est que là où il y a des PPR, le PLU peut intégrer, puisqu'il est associé, peut intégrer un certain nombre de normes quand même qui permettent de régler le problème. Je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, ce que disait Madame la sénatrice sur l'inégalité vis-à-vis de la taxe GEMAPI. Alors, vous êtes la seule représentante des élus nationaux ici. Il faut changer la loi. Je crois que, c'est pas que de votre responsabilité, j'en conviens. Je crois qu'il avait été dit que le gouvernement devait faire le point au bout des 3 ans sur la taxe GEMAPI, ce qu'il en était. Qu'en est-il de ce point ? Je pense qu'il y a aussi une expérimentation, alors je ne l'ai plus en tête, mais qui avait été proposée pour les structures gémapiennes qui avaient reçu les compétences de pouvoir se substituer aux EPCI pendant 5 ans, cette expérimentation, de manière à ce que ce soit eux qui prélèvent la taxe, ce qui fait qu'ils l'auraient prélevée sur l'ensemble du bassin sur lequel ils sont responsables, et ça pourrait rendre une notion d'équité en la matière, puisque globalement, les collectivités paieraient ce qui correspond à l'appel de cotisation qui leur est fait par la structure gémapienne. Je vois que sur le bassin où je suis, on a heureusement des départements qui sont membres, on a 70 EPCI sur le bassin, il n'y en a que 28 qui sont membres, parce qu'il y en a, ils disent, ils ont des châteaux d'eau, vous ne pensez pas qu'on va payer la taxe GEMAPI à un syndicat pour qu'il fasse des travaux pour protéger les autres. Alors, on leur dit, et ça m'amène au deuxième sujet qu'avait soulevé très justement Nicolas Baudisseau, on pense beaucoup depuis ce matin ici, quand on parle d'inondation, de débordement. Le ruissellement. Le ruissellement est quelque chose sur lequel jusqu'à maintenant, on s'en était très peu occupé et inquiété. Et aujourd'hui, quand on regarde, Nicolas Baudisseau me contredira peut-être s'il a plus de chiffres que moi, mais je crois que 75% des arrêtés de catastrophes naturelles en matière d'inondation correspondent à des inondations de ruissellement. C'est-à-dire le nombre de collectivités qui sont impactés par le ruissellement et pas par le débordement. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on soit attentif. Et en plus, les solutions qu'on peut prendre, le syndicat que je préside le fait beaucoup, parce que des départements qui sont membres nous l'ont transféré, ce qui fait que c'est eux qui financent d'ailleurs sur le territoire du bassin le financement des opérations de réduction des inondations par ruissellement. Et il y a certains EPCI, là où les départements ne l'ont pas fait, qui maintenant nous le transfèrent en plus du PI. Souvent, ce sont des actions, des travaux qui sont moins coûteux que ceux qu'il convient de faire pour la prévention des inondations par débordement. Ce sont essentiellement, souvent, des solutions basées sur la nature, puisque c'est la plantation de haies, c'est la création de noues, c'est quelques bassins de rétention complémentaires, et on arrive de ce fait à avoir des financements de structures qui ne financent que ces solutions-là, que ce soit l'agence de l'eau, que ce soit la région, par exemple, pour ce qui concerne l'Île-de-France. Donc, les financements sont peu coûteux. Ce sont des travaux qui permettent presque, j'allais dire presque, de supprimer
le risque inondation, et qui, bien évidemment, mérite quand même qu'on s'intéresse à la réduction de la vulnérabilité du bâti et qui existe sur le territoire. Mais je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste beaucoup, parce que ça concerne énormément. Et le syndicat que je préside, aujourd'hui, on finance la prévention, la réduction de la vulnérabilité, en faisant en sorte, d'ailleurs, pour rejoindre ce qui a été évoqué, mais la difficulté, j'y reviendrai, c'est que nous déléguons un cabinet d'études et un géomètre qui regarde la vulnérabilité du bâti, voire de l'entreprise qui a moins de 20 salariés, ou des équipements qui reçoivent du public, des collectivités, et on regarde quelle est la vulnérabilité pour une crue de retour 100 ans. On fournit un diagnostic, ça coûte 100 €. Si le propriétaire ou la collectivité ou autre fait tout ou partie des travaux, on rembourse les 100 € et on amène les 80%, en allant chercher les financements du fonds Barnier, en allant chercher les financements ici ou là, et on apporte le complément à 80%. Et bien, quand on fait des réunions publiques avec la population qui est concernée, en collaboration avec la mairie, on a, suivant les communes, toute la population concernée ou une partie. On regarde combien font des diagnostics, à peu près la moitié et à peine. Et on regarde combien, une fois qu'ils ont le diagnostic, engagent les travaux alors qu'ils ont le remboursement des 100 € et les 80% de subvention, très très peu. Il y a vraiment une action à engager en la matière pour faire passer les messages. On a besoin du soutien des maires d'ailleurs en la matière pour que ce soit quelque chose qui soit descendant uniquement de la structure. Mais c'était la même chose qu'évoquait tout à l'heure Marie dans les Landes, pour en avoir discuté avec le président de la communauté de communes. De mémoire, Marie me contredira si je me trompe, 400 personnes avaient été invitées à une réunion publique, 50% avaient fait des diagnostics et une toute petite part, alors qu'il y avait jusqu'à 100% dans certains cas qui étaient financés, une toute petite part ont lancé les travaux. Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là, Gérard. Puisque depuis, ça ne s'est pas arrêté là, puisque depuis, on a créé un comité d'élus au CEPRI pour traiter de cette question-là. Et surtout, le président de la communauté de communes a décidé de changer de posture avec ses élus et de travailler en co-construction avec les habitants, d'engager un travail beaucoup plus humble. C'est eux-mêmes qui ont prononcer ce mot, en disant nous aussi on ne comprend pas tout par rapport aux inondations, ben écoutez, on va apprendre ensemble et on va faire des réunions tous les mois au mois et demi, et puis on va faire venir des experts, un expert Météo France, un expert du curage du Gave réuni, un expert des barrages, etc. Et on va monter en compétences ensemble. Donc oui, vous avez raison de parler de cet exemple parce qu'il est plutôt intéressant, parce que là justement il y a une espèce de sursaut démocratique qui peut donner envie, qui peut être réplicable. Et pour conclure, peut-être que si demain, ceux qui font ces travaux bénéficieraient d'une réduction de la cotisation des assurances, je pense que ça peut être symbolique, mais ça peut être un élément majeur en termes de levier. Juste sur ces éléments-là. D'abord, première chose, je pense que ce qui est très important sur le ruissellement, compte tenu de ce que vous dites, M. Saint-Bille, qui est qu'on a beaucoup de mal à faire de la réduction de la vulnérabilité aux habitants. Donc une fois que le bâtiment est mal construit. Si on tire le fil jusqu'au bout, sachant qu'aujourd'hui les zones de ruissellement ne sont pas portées à la connaissance des maires, partout où on bâtit dans ces zones-là, par définition, on ne sait pas que ce sont des zones à risque. Ce sont des zones de ruissellement. Et si on regarde la difficulté qu'on a à faire de la réduction de la vulnérabilité une fois que ça a été construit, en fait, il y a quelque chose d'irréversible un peu à mal construire dans les zones à risque. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que sur la connaissance des zones de ruissellement, vous avez parlé de la proportion en communes reconnues CatNat, mais je pourrais vous parler de la proportion en montant des sinistres. Les montants des sinistres liés au ruissellement, c'est plus de la moitié des montants des sinistres totaux liés aux inondations, submersions marines confondues. D'accord ? Donc le ruissellement, c'est ce qui pèse quasiment le plus aujourd'hui en termes de montant et qui va peser le plus dans l'avenir parce que c'est le phénomène le plus dynamique lié au changement climatique. Il est beaucoup plus dynamique que les débordements de cours d'eau pour lesquels, en fait, il y a même des zones où on ne sait pas si ça ne va pas un peu baisser dans certains coins de France. Donc il y a un sujet majeur autour de ça. Après, est-ce qu'on peut imaginer un système où, si on mettait en place des mesures de réduction de la vulnérabilité, on aurait un coût de l'assurance moindre. Le coût de l'assurance en moyenne par ménage et par an, c'est 25 €. Donc imaginez qu'on ait une baisse, enfin je veux dire, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions où équiper la maison avec des bâtards d'eau, c'est de l'ordre de 5 000 €. Donc vous avez 80% de subvention, ça vous fait 1 000 € encore à charge, et en échange, on va vous dire, on vous fait un rabais de 5 €.
je ne suis pas sûr que le mécanisme marche bien. Par contre, là où vous avez raison, c'est que ça permettra dans l'avenir de maintenir l'assurabilité de ce bien-là. Ça, c'est ça le vrai sujet. Le sujet, ce n'est pas un rabais, c'est le maintien de l'assurabilité dans le temps de ce bien-là. Sur le DTU, la FEB voulait intervenir? Non, peut-être pas sur les DTU, parce que je pense que c'est un raccourci terminologique. Oui, bonjour, Valérie Laurent, j'appartiens à la direction des affaires techniques à la Fédération française du bâtiment et je suis le rapporteur de sa commission technique qui a engagé, voilà, 3 ans maintenant, une action sur l'ensemble des risques naturels, en fait. Donc, c'était pour témoigner un petit peu de la mobilisation, alors, vous allez juger peut-être tardive, mais naissante, de la Fédération française du bâtiment, qui est présente dans chacun des territoires, hein, en département, en région et au niveau national, avec des entreprises qui sont des entreprises de proximité. Hein, la plupart sont de moins de 10 ou moins de 20 salariés. Hein. Alors, en matière de mobilisation, j'y voyais deux axes. La première dont vous avez beaucoup parlé, qui est en tant qu'acteur de la résilience auprès des habitants notamment, ou des collectivités, et donc qui font des travaux. Et là, nous nous mobilisons, et d'ailleurs je voulais remercier le CEPRI, la SNT pour la qualité des échanges. Alors je n'ai pas pu être là ce matin pour une partie, parce que c'était pour la bonne cause. Je travaillais avec la Loire-Atlantique, justement sur la mobilisation de notre réseau sur le sujet de l'inondation. Voilà. Donc sachez-le, c'est important, il y a du mouvement qui se fait. Et puis, voilà, et nous avons commencé déjà avec la DGPR, le CEPRI, la mission risque naturel, mais aussi l'agence qualité construction qui est présente aussi ici, des travaux, d'abord sur plusieurs risques naturels. Hein. Le premier pour nous qui était le risque gonflement argile et qui va encore nous mobiliser quelque temps, mais sur le deuxième aussi qui a été bien identifié, qui est le risque inondation. Et donc, nous avons commencé un premier webinaire pour surveiller nos réseaux il y a déjà un peu plus de 2 ans. Et nous sommes en train actuellement de construire des outils pour nos adhérents, pour les diffuser, justement sur les bonnes pratiques. Sur les bonnes pratiques à avoir, parce que ce qui est important, et c'est ce qu'on a pu déceler, c'est que les travaux, quand on parle d'adaptation du cadre bâti, ne sont pas des travaux complexes, pas toujours du moins, qui mobilisent un savoir-faire totalement innovant. Mais par contre, il faut qu'ils aient du sens. Et c'est en ça que je rejoins un petit peu ce qu'a dit Christine Lecomte, c'est qu'on a besoin aussi, je pense, d'une vision globale sur le bâti pour ne pas faire n'importe quoi. Et le rôle des architectes, pour nous, est en effet très important là-dessus. Et on est bien sûr prêt à travailler, comme on l'a toujours fait avec les architectes sur ce chantier-là. Je partage aussi le même constat que M. Samy, c'est que on travaille encore il y a quelques jours avec des organisations qui font justement ces fameux diagnostics et qui constataient que le pourcentage, même s'il a l'air de croître en termes de travaux, n'est pas encore au niveau de l'objectif, hein, de résilience. L'autre volet sur lequel nous travaillons, c'est aussi la région des entreprises elles-mêmes. On estime, et on a pu en témoigner lors des ateliers, que les entreprises sont aussi parmi les premiers acteurs du relèvement. Et quand il y a en effet de catastrophes naturelles, notamment des inondations, comme on a connu en Pas-de-Calais, etc., si les entreprises ne sont pas elles-mêmes opérationnelles pour intervenir, le relèvement du territoire est plus compliqué. Donc nous engageons aussi nos entreprises déjà à se prémunir, donc à faire des travaux d'adaptation de leurs ateliers. Hein. On a eu des dégâts d'inondation très coûteux, hein, qui ont créé des vraies pertes, voire mis en danger des activités d'entreprise, donc des emplois. Donc c'est important. Je sais que sur certains territoires, il y a des diagnostics qui se font pour les entreprises. Je crois que M. Samy en a parlé. Donc voilà, ça c'est aussi un volet sur lequel nous sommes en train de travailler, que nous pensons très important, et au service notamment des collectivités territoriales. Puis sur le débat global, je voulais dire rapidement, la construction neuve pour nous c'est important, mais ça ne représente que 1% du stock par an. Cela étant, il faut qu'on puisse bénéficier du retour d'expérience pour construire neuf mieux, hein, bien sûr. Alors, on a toujours des questions. On pense qu'il y a toujours un peu de recherche-développement à faire. Quand on voit qu'on nous conseille d'utiliser des matériaux moins sensibles à l'eau, ça n'est défini. En effet, vous parliez de normes tout à l'heure. Et la plupart des normes de matériaux de construction actuellement sont au niveau européen. Il n'y a rien qui définisse qu'un matériau moins sensible à l'eau, à part le bon sens, on va dire.
Et puis, il y a des injonctions contradictoires aussi entre peut-être des PLU, des PPR, voire même des manques d'informations, ça on pourra en témoigner, où on n'a pas toujours accès à l'information, à la bonne niveau d'information au moment où on doit construire ou prévoir ou travailler avec l'architecte sur les permis de construire. Voilà. Et puis on craint beaucoup aussi, et vous en avez un peu parlé, de cette situation de travail en silo. Parce qu'en effet, quand on fait, et on est très sensible à l'action que mène le CEPRI, on a participé à une action dans le Grand Est, avec le CEPRI, avec la QC, avec le syndicat de bassin aussi. Ça, c'est très important sur justement ces solutions à bénéfices multiples. Seulement, on voit bien que c'est compliqué, puisqu'on a des schémas de rénovation et de financement de rénovation dans le domaine thermique et énergétique qui sont très différents de l'un à l'autre avec pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées et pour la résilience face à l'inondation. Donc c'est très très compliqué déjà pour les acteurs eux-mêmes de la construction, pour les habitants encore plus. Alors je peux en témoigner aussi parce que je suis aussi élu local. Donc j'ai un peu ces deux visions et de la difficulté de mobilisation finalement d'un territoire. Voilà. Alors je suis sensible à ce que vous avez dit, M. Desbouis, sur l'idée. C'est dommage qu'elle n'ait pas persévéré de créer ce genre de guichet unique pour faciliter la vie de tout le monde en fait. Voilà, j'arrêterai mon témoignage ici. Merci, et je crois qu'on est voué à travailler vraiment ensemble sur plein de sujets, Jean-François, puisque cette question de guichet unique, c'est ce qui ressort de l'expérimentation qu'on vient de faire dans le Grand Est sur les solutions bénéfices multiples. On va en engager une dans l'entente Oisène, une autre expérimentation. Et là, on va essayer de voir qui pourrait prendre en charge ce guichet unique. Donc je crois qu'on est destiné de façon à se revoir. Vous voulez dire quelque chose parce qu'il y a une question visio? Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, bonjour, moi c'est Khan Moulay. Donc tout à l'heure, je vous ai entendu parler du MIRAPI, des diagnostics de vulnérabilité. Et je viens témoigner parce que moi j'étais un diagnostiqueur et j'ai eu la chance d'intervenir dans le dispositif MIRAPI dans les Landes pour faire des diagnostics de vulnérabilité des bâtis. Donc je pense que je suis la mieux placée à parler de ces dispositifs-là ici et surtout de faire un retour d'expérience. Donc tout à l'heure, Madame Marie-Evo a parlé des diagnostiqueurs et surtout voilà, de ce qu'ils font sur le terrain. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que les diagnostiqueurs, ils ont des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, et ça, c'est important à prendre en considération. Déjà, en France, la plupart des entreprises, moi je connais la plupart des entreprises qui travaillent dans le diagnostic des vulnérabilités du bâtiment, et les diagnostiqueurs sont extrêmement mal payés. Donc ça, c'est dans un premier temps, ils sont payés vers les 1400 ou 1500 euros, ce qui n'est pas loin du SMIC. C'est ce qui, à un moment donné, décourage ces diagnostiqueurs à faire du bon travail et surtout aussi à faire développer ce dispositif de réduction de vulnérabilité. D'autres aussi problèmes qu'on rencontre au niveau de ce dispositif de diagnostic de vulnérabilité, c'est par rapport aux subventions. Une fois que le diagnostic a été fait, que des mesures ont été préconisées, certes qu'il y a des subventions de 80% ou de 100%, mais il faut que la personne avance de l'argent et en plus être remboursée par ces... Mais la plupart des gens n'ont pas les moyens de faire avancer. Par exemple, supposons que les mesures coûtent 20 à 25 000 euros. La personne ne peut pas avancer 25 000 euros pour réaliser les travaux. Donc, ce qui est impossible. Et parfois aussi, les subventions, la réalisation du dossier de subvention jusqu'à l'obtention de subvention, ça peut prendre 1 à 2 ans. Donc, il faut tenir en considération cela. Donc, essayer de rendre flexible la réalisation des dossiers de subvention et surtout aussi apporter des subventions le plus tôt que possible pour que les gens puissent mettre en place des travaux. Et il y a un autre aussi problème que je voulais, c'est au niveau de la culture du risque, vous l'avez parlé depuis le matin. Parfois sur le terrain, on se rend compte que ceux qui ont connu l'inondation et ceux qui n'ont pas connu l'inondation, ils n'ont pas la même perception du risque. Ceux qui ont connu les inondations, quand un diagnostiqueur vient chez eux, c'est plus facile, ce diagnostiqueur est accueilli, les bras, ils sont bien accueillis. Par contre, ceux qui n'ont jamais connu les inondations, et ils ont du mal à accueillir les diagnostiqueurs parce que pour eux, ce n'est pas un dispositif qui est pertinent. Donc, à un moment donné aussi, il faut prendre cela en considération. Merci beaucoup, merci Canet. Je suis très contente de votre intervention parce que c'est vraiment un témoignage terrain
qui montre la difficulté que tout le monde a sur le terrain. Il n'y a pas que les habitants, il y a aussi les diagnostiqueurs, il y a les élus. Enfin, alors, il ne faudrait pas qu'on termine sur cette note un peu négative. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Maintenant, il est temps de conclure parce que vous avez... Alors, je vous félicite, hein, vous avez vraiment été super attentifs. Alors, nous, parfois, quand on n'intervient pas, on regarde s'il y a des gens qui dorment. Et là, je peux vous dire qu'il n'y en avait aucun. Donc, c'est bravo. Ghislaine, nous allons peut-être laisser la parole d'abord à Clara qui va faire la restitution de la facilitation graphique. Et puis, ce qu'on vous propose avec Ghislaine Verriès-Leblanc, directrice de la FPCNT, c'est qu'on conclue ensemble sur ce qu'on voit toutes les deux dans nos structures comme travail à faire demain. Du coup, on va remercier nos intervenants de la table ronde. Donc, on voit bien des perspectives sur le plan législatif, d'autres sur peut-être avec l'IGEDD, la mobilisation des architectes, de la CCR, de la FFB, la Banque des territoires, etc. Donc une mobilisation collective qu'il est important de souligner aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, donc là, c'est la deuxième planche, c'est celle du début d'après-midi, sur le thème « Comment mobiliser les territoires ». Donc, la consigne que j'avais, c'était de retranscrire les choses telles que je les entendais. Donc, je me suis pas mis la pression à combler l'espace, j'ai pris ce qui venait. Donc, au milieu, vous avez le rond gris qui représente les 9 axes de travail, tels qu'ils vous ont été présentés au début. Et donc, j'ai mis des puces orange sur chaque axe qui était adressé dans cette partie. Ils ont globalement tous été adressés sur les 3 temps de la journée. Mais à ce moment-là, on s'est plus concentré sur la question du réseau de compétences, de ressources et la préfiguration d'une équipe territoriale avec la fameuse task force qui est revenue du matin jusqu'à cette table ronde, qui est en lien avec la formation des élus, avec l'idée de permanence finalement, puisqu'il y a des renouvellements, moins stratosphérique, plus pragmatique. On a adressé également la question du plan de relèvement, avec l'idée j'ai repris les mots reconstituer l'échelle du bassin pour compléter l'approche territoriale, distinguer les travaux d'urgence de mise en sécurité des travaux d'aménagement plus classiques. Et là, vous voyez que j'ai commencé à mettre des liens, c'est-à-dire que cette question-là, elle revient aussi sur la question du temps dédié au relèvement. C'est-à-dire, est-ce que la crise, c'est 24 heures ou est-ce que c'est 2 ans ? Voilà, on entend que suivant les acteurs qui la vivent, c'est pas le même repère. On continue la boucle. Donc réinvestir les outils d'aménagement existants, ça a été adressé de plusieurs façons sur cette table ronde. On voit qu'il y a la question de construire un autre récit dans les réponses d'aménagement des papilles. Il y a la question de l'outil TRAC, le trajectoire de réchauffement, qui va induire des nouveaux référentiels. Et puis on a parlé également du SCOT comme outil intégrateur qui pourrait permettre d'intégrer les risques potentiels. Et alors là, je me suis amusée à mettre les shadocks. Parce qu'en fait, beaucoup de choses ont tourné autour de ça. C'est-à-dire que si on agit pour prévenir quelque chose qui ne se passera pas du coup, mais ça, c'est quelque chose qui est vieux dans la gestion des risques. Mais on voit qu'on commence vraiment à le toucher. Enfin, ça a été vraiment assez central dans les discussions. Comment dépasser ce paradoxe ? Je continue la rotation. Donc, on a également adressé la mobilisation et l'accompagnement et l'association avec la question de l'acculturation de la population, comment faire connaissance en temps de paix. Pourquoi pas faire jouer la post-crise en s'inspirant par exemple de ce qui se fait dans le nucléaire, c'était une question. Et puis il y a un autre levier qui est apparu tout au début, c'était l'identification des besoins, qui est un petit peu, on va dire, une trame de fond de tous les axes, avec la mission d'information sénatoriale pour interviewer les parties prenantes avant de légiférer, pour s'assurer qu'on répond aux besoins du territoire. Donc voilà, donc j'ai mentionné des liens, donc on voit qu'entre... construire l'autre récit de réponse d'aménagement des papilles, ça a du lien avec la formation des élus. On voit que les temps de la crise, ça a des liens avec finalement qu'est-ce qu'on appelle le temps du relèvement. Et puis on voit qu'il y a eu une discussion entre l'échelle du bassin et le SCOT. Finalement, quels sont les outils existants qui pourraient assurer ce dézoomage en fait dans l'approche du risque inondation. Alors sur le deuxième temps, cet après-midi, donc on était sur qui commence à faire quoi, première mobilisation. Donc là, j'ai fait un clin d'œil à la flèche que j'avais fait quand on était à Mandelieu, où il y avait, c'était le relèvement, quoi. Donc là, les thèmes qui ont été adressés, c'était plutôt la question du financement, avec comment on maintient l'assurabilité des territoires et des biens des collectivités locales, ce qui a du lien avec le rôle des assurances, bien sûr. Également, la taxe GEMAPI, pas toujours équitable, parce qu'on doit réfléchir au périmètre, quid du bilan des 3 ans, voilà, avec des notions importantes, c'est-à-dire on tient jusqu'à quand,
Voilà, est-ce qu'il faut demander aux collectivités de définir le jusqu'à quand ou pas? On a également adressé la question du plan de relèvement avec, voilà, il y avait une proposition de 3 temps d'action, cibler, prioriser les sujets, structurer la réflexion entre cadre et créativité, puis assurer un portage politique, bien sûr, de ce qu'on a décidé. On a adressé également la question, surtout sur la fin, la question du fonds de relèvement, avec la question du conseil, la maîtrise d'œuvre, l'importance des solutions plutôt fondées sur la nature pour le ruissellement, comment finalement on invite les habitants à faire des diagnostics qui sont remboursés. Et là, je pense qu'on renvoie au Shadok, en fait, c'est-à-dire on est habitant, se préparer à quelque chose qui n'arrive pas, voilà, c'est compliqué. On a adressé enfin les outils d'aménagement, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est apparu tout le long. Aménager versus ménager, c'est-à-dire associer technique culture. Alors j'ai noté la phrase, la culture c'est se rappeler, c'est pas c'est se rappeler du territoire. Et enfin, le rôle des assurances, je l'ai dit, ça a un lien avec les fonds. Avec l'exemple du fonds Mirapi, la baisse de la qualité des diagnostics qui a été modérée par l'intervenant en visio à la fin. Voilà, il y a des raisons sans doute dans les conditions d'intervention des diagnostiqueurs. Et je remercie la métaphore, voilà, l'idée de remettre en suspension pour se réinterroger, sans tout réinventer, mais voilà, se redonner ces marges de manœuvre de se mettre en suspension. Et alors, je me suis amusée à faire une frise de la journée parce que je pense que tous les thèmes ont été adressés en fait et c'est important de le voir dans sa globalité parce que c'était votre commande. Donc voilà, vous pourrez la voir. Je le précise parce que, par exemple, le schéma de droite peut sembler plus vite que les autres. C'est juste qu'en fait, les discussions se sont concentrées sur certains sujets à ce moment-là, mais les autres axes identifiés par les organisateurs ont été traités en fait tout au long de la journée. Voilà. Merci beaucoup Clara, super, on peut la féliciter.